Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on part en Égypte antique, à la découverte de ce pays magnifique et de ses traditions mystérieuses qui nous fascinent encore de nos jours. Je vous emmène découvrir les pharaons, ces dirigeants emblématiques qui ont fait la grandeur de l'Égypte. C'est parti. L'historien Hérodote disait « L'Égypte est un don du Nil ». Et en effet, il n'avait pas tort. L'Égypte va se former et s'unifier autour du Nil, fleuve fondamental et vital à la civilisation égyptienne. Il va évidemment permettre un apport en eau important, facilitant l'agriculture et l'élevage des animaux, apportant à la population une alimentation variée. C'est également un formidable moyen de transport, facilitant les échanges commerciaux, les communications avec d'autres pays et le transport de marchandises autant dans le pays qu'avec les pays étrangers. Le Nil est un des plus grands fleuves du monde. Au printemps, les pluies diluviennes s'abattent dans les montagnes éthiopiennes, provoquant une forte montée des eaux et une crue exceptionnelle du Nil. Bien qu'elle provoque des dégâts matériels sur son passage, la crue est très attendue par la population à la saison sèche. Quand la crue est inexistante ou très faible, c'est une catastrophe. Les récoltes sont insuffisantes et l'on peine à pourvoir le pays en nourriture. La crue qui déborde largement de son lit et permet une irrigation naturelle des sols, entraîne un développement de la faune et de la flore autour du fleuve. Aujourd'hui, cette crue n'existe plus depuis la construction d'un barrage dans le sud de l'Égypte, à Assouan, dans les années 60. En effet, de nos jours, les abords du fleuve se sont développés et des inondations récurrentes seraient une catastrophe matérielle et humaine pour les villes qui bordent le fleuve. Mais le Nil est également un enjeu politique. Dans un territoire où le désert aride domine sur les terres irriguées et cultivables, l'apport en eau est un besoin vital et qui possède des terres bordées par le Nil peut prétendre à une survie sans inquiétude et à un développement économique. Le fleuve sera donc souvent source de conflits entre différents pays. Dans la civilisation égyptienne antique, le Nil est tellement important que 3 divinités lui sont directement associées. Hapi, le dieu du Nil, qui symbolise surtout les phénomènes naturels associés au fleuve, la crue en saison sèche et la fertilisation des sols. Cela s'explique par le fait qu'à cette époque, on a encore assez peu de connaissances techniques sur les phénomènes naturels et que pour la population, il ne peut s'agir que de magie. Le dieu Hapi est représenté sous les traits d'un homme androgyne, doté d'un ventre bedonnant et de mamelles symbolisant l'apport en nourriture grâce au fleuve. Khnum, ce dieu à tête de bélier, serait le gardien des sources du Nil. Il est lui aussi associé au phénomène de crue annuelle. Ce serait lui qui libère les eaux du Nil, engendrant les inondations tant attendues par le peuple. Khnum reçoit tout au long de l'année des offrandes considérables, car la population pense que c'est grâce à lui que l'on conserve une économie stable. Par ailleurs, par son rôle de gardien des eaux, source de vie, il modèle sur son tour de potier, dieu et pharaon d'importance, donnant la vie aux personnages qui font la prospérité de l'Égypte. Et Sobek, ce dieu à tête de crocodile, est le dieu de l'eau et de la fertilité. En effet, les Égyptiens pensaient que quand les crocodiles s'installaient à un endroit, c'était dû au fait qu'ils regorgeaient de poissons, assurant ainsi une pêche fructueuse. Sobek ferait remuer le limon dans le lit du fleuve, le faisant remonter à la surface pendant la période de crue, facilitant ainsi la fertilisation des sols. Par ailleurs, Sobek est également le protecteur des eaux, et pour qui porte une amulette à son effigie, s'assure de ne pas être attaqué par un crocodile. Le territoire de l'Égypte est divisé entre la vallée du Nil et son delta riche en eau et propice aux cultures, et par des étendues de déserts arides incultivables et dangereuses, où l'on peut rencontrer à la fois de la faune sauvage, mais aussi des bandes de voleurs à la recherche de voyageurs isolés. Autant que le Nil, le désert sculpte l'organisation et le paysage égyptien, les grandes villes se créant proches des sources d'eau. Cependant, le désert regorge de ressources naturelles nécessaires à l'expansion de l'Égypte, notamment les carrières de minerais et de pierres essentielles aux constructions. Toutefois, en plein milieu du désert, il existe 5 grandes oasis suffisamment abondantes en sources d'eau naturelles qui ponctuent le désert et où se développent des populations. Il s'agit des oasis de Baharia, de Dakhla, de Farafra, de Karga et de Siwa, qui deviennent des régions agricoles productives et qui fournissent ces grandes villes. Le désert est également un lieu où se déroulent les campagnes militaires et les batailles les plus sanglantes. Il sert aussi de route commerciale de longue distance allant jusqu'au Sinaï et la mer Rouge, et par le sud, les routes s'étendent jusqu'en Afrique centrale. L'Égypte est entourée de voisins qui, comme elle, rêvent de s'étendre et de conquérir le territoire égyptien serait un succès triomphal. Elle est entourée par les Nubiens au sud, les Libyens à l'ouest et les Asiatiques au nord-est.
Dans la population égyptienne, les pays étrangers incarnent le chaos et le désordre, en opposition avec l'Égypte qui représente la culture et l'ordre. On se fait donc un devoir de repousser ces ennemis qui pourraient venir détruire l'organisation égyptienne si bien pensée. Par ailleurs, l'Égypte stable et prospère attire un flux d'immigration constant et varié. Elle permet un échange de cultures dans les deux sens dans de nombreux domaines. La technologie militaire, la fabrication des textiles, la découverte d'autres religions, un apport en littérature et un enrichissement en langue qui donne naissance à des dialectes locaux. De plus, cela fait rayonner la culture égyptienne bien au-delà de ses frontières. Au-delà d'un chef d'État tel qu'on les connaît aujourd'hui, un pharaon est à la fois un président, un pape, un général, un secrétaire d'État et un chef de la police. Pour les Égyptiens, il est autant un homme qu'un dieu, et il fait le lien entre le ciel et la terre, les dieux et les hommes. Il promulgue des édits, édifie des temples, mène des campagnes militaires, supervise des projets d'irrigation et rend la justice des hommes. Malgré son statut divin, les complots et les assassinats ne sont pas rares. Mais il y a une nuance à observer. L'action de tuer s'adresse à l'homme qui incarne le statut de pharaon et non contre la fonction divine. Les pharaons se distinguent des hommes par leurs attributs. Des coiffes rayées bleues et jaunes surmontées d'un cobra qui protège le pharaon, des barbes postiches pour ressembler aux dieux, la couronne représentant leur domination sur l'Égypte et les deux sceptres, l'un en forme arrondie ressemblant au bâton des bergers et symbolisant le pharaon comme un guide de son peuple, et le fléau Nekek qui sert à abattre les ovidés qui représentent le droit de vie ou de mort du pharaon sur ces sujets. Le pharaon est marié à une femme qui a le statut d'épouse divine et qui exerce la fonction d'une reine. Il peut également choisir d'autres femmes ou concubines qui passent toujours derrière l'épouse divine. Les enfants légitimes et illégitimes du pharaon ont le même statut. Il peut très bien choisir comme successeur un fils illégitime plus à même d'exercer la fonction royale au détriment d'un fils légitime. Et dans certains cas, une femme peut devenir pharaon. Elle sera alors couronnée roi, car la fonction même exercée par une femme reste masculine. Chaque pharaon soigne son image et relate ses exploits à travers des fresques sur les murs, des statues, des obélisques, des papyrus ou même sur les monuments funéraires. Une sorte de campagne de publicité à la vue de tous. Par ailleurs, chaque pharaon souhaite marquer les générations futures et que son nom perdure à travers le temps. C'est pour ce faire que selon les ambitions de chacun, ils se construisent des monuments funéraires somptueux dont certains ont traversé les siècles jusqu'à nous. Des centaines de pharaons ont régné durant les 3 millénaires qu'auront duré leur dynastie. À chaque pharaon, la tradition veut que le calendrier reparte à zéro. Faisons du début du règne de celui-ci l'an 1. Certains sont des rois bâtisseurs comme Snéfrou ou Khéops, d'autres sont des rois guerriers comme Thoutmôsis III ou Ramsès III, et enfin d'autres sont d'habiles hommes politiques comme Amenemhat Ier ou Psammétique Ier. Malgré tout, les anciens Égyptiens ont gardé des listes et des archives retraçant la chronologie de leurs rois. Aujourd'hui, on est capable de retracer l'histoire de ces 31 dynasties ou maisons régnantes, notamment grâce à Manéthon, grand prêtre et historien du IIIe siècle. Partons à la découverte de certains d'entre eux qui ont marqué durablement l'histoire de l'Égypte. Vivant aux alentours de 3150 avant Jésus-Christ, il est originaire de Hiérakonpolis, capitale de la Basse-Égypte. On a peu d'éléments retraçant sa vie, mais il est le premier souverain de l'Égypte unifiée. Chef d'un royaume du sud, il arrive à conquérir le royaume du nord et à unifier le pays en un seul royaume, devenant ainsi le premier pharaon sous le nom de Ménès, celui qui établit et réussissant l'exploit d'être le tout premier dirigeant d'un royaume unifié au monde. C'est grâce à la palette de Narmer qui relate ses exploits que l'on a pu établir son statut dans l'Égypte ancienne. Des deux côtés, sur le haut, se trouve une représentation de la déesse Hathor, symbolique de l'approbation et de la protection des dieux, légitimant le statut divin de Narmer. On distingue Narmer coiffé du pschent, la couronne représentant la haute et la basse Égypte, montrant sa domination sur le pays. Il rend hommage au dieu Horus en arborant ses bannières et Narmer montre sa puissance et sa cruauté en représentant ses ennemis décapités et castrés. Leurs organes génitaux sont placés à leurs pieds en signe de honte suprême. Les serviteurs de Narmer tiennent en laisse des serpopares, créateurs mi-serpents, mi-jaguars, qui sont l'incarnation du désordre et du chaos, clamant ainsi qu'il a remis de l'ordre en Égypte. Puis, Narmer se fait représenter sous la forme d'un buffle, écrasant ses ennemis et détruisant les forteresses ennemies.
encensant ainsi ses qualités de chef militaire. De l'autre côté de la tablette, Normer est représenté armé d'une massue, prêt à exécuter un ennemi, symbolisant la domination sur ses adversaires. À ses côtés, le dieu Horus, sous la forme d'un faucon, l'aide à noyer les vaincus dans le Nil. Les ennemis noyés sous ses pieds représentent les cités tombées sous sa domination. Enfin, le serviteur porteur de sandales est représenté aux côtés du pharaon. Le porteur de sandales était un poste de premier ordre dans l'organisation égyptienne. En effet, le pharaon, considéré comme un dieu, bénit tout ce qu'il touche, les sandales faisant le lien entre le monde divin et le monde terrestre. Selon le grand prêtre et historien Manéthron, Narmer serait mort lors d'une partie de chasse à la suite de la charge d'un hippopotame. Bien que l'anecdote soit sans fondement, c'est une allégorie de la victoire du monde sauvage, cruel et imprévisible sur la civilisation établie par les hommes. Vivant aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, Hatshepsut est la fille de Thoutmôsis Ier et de la reine Ahmès. Elle est donc de descendance purement royale. Elle devient l'aînée des descendants quand son grand frère Amemnès meurt à l'âge de 15 ans. Vive et intelligente, son père la prépare très tôt à son futur statut d'épouse royale par une éducation soignée, dispensée par un précepteur royal. Elle côtoie les grands prêtres et les hauts fonctionnaires d'État et accompagne même son père en pèlerinage dans sa tournée des plus grands temples du pays. Le pharaon Thoutmôsis Ier prend de l'âge, et malgré la nombreuse descendance qu'il a engendrée, beaucoup de ses enfants sont déjà morts. Inquiet pour la succession de son royaume, il marie Hatshepsut à son demi-frère, le futur Thoutmôsis II. Le mariage entre membres de la famille était courant, cela permettait de garder une lignée royale. Avec son mari, elle aura 2 filles, Néferouré et Mérytré Hatshepsut. Après 12 ans de règne, Thoutmôsis Ier meurt, et ses seuls enfants encore en vie sont Hatshepsut et son mari Thoutmôsis II. Elle assure son rôle d'épouse divine et cumule les titres. Fille royale, sœur du roi, épouse divine, princesse héréditaire et souveraine de tous les pays. À peine quelques années après son couronnement, Thoutmôsis II meurt à l'âge de 30 ans. Le seul fils qu'il a eu avec une concubine est encore trop jeune pour régner. Hatshepsut devient donc régente jusqu'à ce que l'enfant puisse exercer ses fonctions royales. Thoutmôsis III est couronné pharaon, et bien qu'elle doive le seconder en arrière-plan tout en gardant son statut d'épouse divine, elle s'octroie de plus en plus de pouvoir. Elle l'accompagne à toutes les cérémonies officielles, se fait représenter à ses côtés sur les fresques et papyrus, elle bénéficie d'une légitimité auprès des scribes et grands prêtres qu'elle connaît bien, et dans l'esprit de la population, son ascendance et sa légende lui font occuper la même importance que le pharaon. En réalité, c'est elle qui gouverne. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, 7 ans après la mort de Thoutmôsis II, elle se fait couronner roi et arbore les attributs du pharaon. Elle délaisse sa robe de reine pour le pagne court, se pare de la coiffe reconnaissable des pharaons et apparaît avec une barbe postiche. Même si le jeune roi conserve son titre de fils du soleil, elle prend le titre d'épouse de Dieu. Sur les temples, les 2 rois sont représentés côte à côte sous forme adulte, mais Hatshepsut est toujours placée portant la couronne de la Haute-Égypte et le jeune roi celle de la Basse-Égypte. Sous son règne, la production d'images à son effigie atteint des sommets. Temples, chapelles, palais, obélisques, colonnes, fresques, etc. On la voit partout. Pour assurer sa légitimité de souverain divin, elle se crée une légende qu'elle fait graver sur les temples. Ainsi, Hatshepsut aurait été engendrée par le dieu Amon sous les traits de son père. Puis le dieu Khnum l'aurait fasciné sur son tour de potier avant d'être présenté à Amon qui lui aurait destiné cette bienfaisance fonction royale dans le pays tout entier. Elle fait restaurer des temples détruits par une invasion Hyksos ainsi que de nombreuses constructions de pharaons antérieurs. Et elle fera construire pas loin d'une centaine d'édifices dans la vallée du Nil. Elle étouffe une rébellion en Nubie, développe le commerce avec d'autres pays et favorise la paix en mettant fin aux campagnes militaires d'expansion. Elle renforce le soutien des grands prêtres en attribuant des privilèges et met en place des routes commerciales permettant le transport de matières premières d'exception, l'ivoire, l'ébène, la myrrhe, l'encens et surtout du bois qui manque cruellement dans le pays, et qui permettra de construire des navires pour assurer ces voies commerciales. On raconte que Hatshepsut s'éprend de Senemut, beau jeune homme de famille modeste. Ambitieux et habile, il va bénéficier des faveurs de la reine, devenant le précepteur de sa fille, la princesse Néferouré, mais aussi son proche conseiller. Accumulant titres et richesses, il abusera de sa confiance de plus en plus pour son profit personnel. Quand Hatshepsut s'en rend compte, il est totalement dépossédé et disparaît mystérieusement.
Hatshepsut décède vers l'âge de 50 ans, après 22 ans de règne. C'est son neveu et beau-fils, Thoutmôsis III, qui reprend les pleins pouvoirs, celui-là même qu'elle avait dépossédé de son titre 20 ans plus tôt. Il va s'efforcer de faire oublier le règne d'Hatshepsut en détruisant ou mutilant ses représentations, sûrement par vengeance, mais aussi par honte qu'une femme ait interrompu la dynastie des Thoutmôsis. Mais il est loin d'avoir tout détruit. Le tombeau d'Hatshepsut est retrouvé vide, sans momie ni mobilier funéraire. Dans une tombe de la vallée des rois de Luxor, on retrouvera une momie placée dans un sarcophage et une autre posée à même le sol, toutes deux anonymes. Il faudra bien des années et le concours de tests ADN pour mettre un nom sur ces corps. La momie au sol se révéla être Hatshepsut et celle du sarcophage sa nourrice. Ultime vengeance de son neveu, ne voulant pas lui accorder une tombe à la mesure de cette reine exceptionnelle. Khéops est le fils de Snéfrou, le pharaon fondateur de la 4e dynastie. Avec sa femme, Téphérès, Khéops sera leur premier fils. Il prend la suite de son père, alors déjà âgé de 40 ans, aux alentours de 2550 avant Jésus-Christ. Il aura 12 enfants de 4 femmes différentes. Pour l'époque, Khéops a atteint un âge considéré comme avancé. Préoccupé par la mort, il va s'attacher à lancer des travaux gigantesques pour marquer les générations futures. Il va donc faire construire son tombeau, la pyramide de Khéops, seule des 7 merveilles du monde antique à avoir traversé le temps. Pendant des millénaires, elle sera la plus haute et la plus volumineuse des constructions humaines. Elle mesure 146 mètres de haut et 230 mètres de côté pour un volume de près de 2300 mètres cubes. Elle est composée de plus de 2 millions de blocs de granit, pesant chacun environ 2 tonnes. Les pierres en granit sont taillées grossièrement pour aller plus vite et recouvertes de pierres en grès plus faciles à tailler et teintes à la poudre de calcaire pour lui donner un aspect blanc. Le chantier va durer 23 ans et il faudra 20 000 ouvriers pour le terminer. Les ouvriers avancent au rythme de 340 blocs par jour. Pour la plupart, ce ne sont pas des esclaves, mais des employés libres payés à la tâche. De plus, au vu du chantier colossal et du nombre d'ouvriers à gérer, cela dénote une organisation administrative de l'Égypte sans faille. Les techniques de construction de la pyramide démontrent une connaissance avancée de l'architecture dans la civilisation égyptienne. La construction intérieure de la pyramide déroute archéologues et architectes encore aujourd'hui. En effet, c'est un dédale de salles et de couloirs, certaines construites dans le but de tromper des pilleurs de tombes. On pense d'ailleurs que la pyramide n'a pas révélé tous ses secrets et que des salles restent encore à découvrir. Khéops fait développer les mines de cuivre et de turquoise. Il prend le pouvoir sur la haute autorité de l'État en y faisant nommer des membres de sa famille. Il aménage Memphis pour en faire un nœud fluvial et construit en amont le tout premier barrage du Nil pour en régulariser le flux. Il fait également creuser un canal latéral sur la rive gauche du Nil pour approvisionner plus facilement le chantier de la pyramide. Khéops renforce le culte du dieu soleil Ra pendant son règne et fait bâtir un temple à Hathor et un autre à Bastet. À sa mort, c'est son deuxième fils qui prendra sa suite, le premier étant déjà mort. Sésostris III est le 5e pharaon de la 7e dynastie qui va régner à l'apogée du Moyen Empire, en 1878 avant Jésus-Christ. Lorsqu'il monte sur le trône, il hérite d'un royaume prospère et en paix. L'Égypte attire beaucoup d'immigrés qui renforcent la population et l'influence égyptienne est plus forte que jamais. Cependant, ses prédécesseurs n'ont pu faire prospérer le pays qu'en conservant les privilèges de la puissante noblesse. Or, Sésostris III craint que leurs richesses et leur influence puissent affaiblir la monarchie. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, il réforme radicalement la haute administration en privant de pouvoir les dignitaires locaux. La gestion du territoire est confiée à 3 ministères régionaux, le Nord, le Sud et la Nubie. Les ministres sont des fonctionnaires nommés directement par le pharaon et placés sous l'autorité du vizir, le plus proche collaborateur du pharaon. La réforme engendre la création de nombreux postes subalternes, tels que les scribes ou les officiers, créant ainsi une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Cette classe qui s'élève socialement est entièrement dévouée au pharaon. Il divise l'Égypte en 42 régions ou nomes, dirigées par des gouverneurs appelés monarques. Sésostris III assure la reprise de la Nubie attaquée par les tribus couchites, par 4 campagnes militaires entre l'an 8 et 19 de son règne. Il rénove et construit 8 forteresses le long de la frontière, accompagnées de garnisons de soldats. Il fait même graver des fresques relatant ses exploits militaires sur les forteresses à la vue de ses ennemis. Au nord, il mène des expéditions militaires contre les tribus Mentijou, qui le mènent jusqu'en Palestine. C'est le premier pharaon à conduire des opérations de guerre en Asie.
Sésostris III met en place les relations diplomatiques durables avec les pays voisins de la Méditerranée orientale, permettant un développement économique grâce au commerce. Il fera construire 2 sites pour sa sépulture, un officiel à Dachour et une tombe souterraine associée à un temple à Abydos. Son fils, Amenemhat, prendra sa suite, mais il aura partagé avec lui les dernières années de son règne afin de permettre une transition en douceur. Sésostris III est souvent représenté sous les traits inquiets ou fatigués, symbole de son acharnement au travail. Quant à ses oreilles démesurées, on ne sait pas si c'est pour représenter son sens de l'écoute ou une particularité physique du souverain. Né à Thèbes au sein du palais royal de Luxor, son père est le pharaon Thoutmôsis II et sa mère Isis, une concubine royale. Son père n'ayant eu que des filles avec son épouse royale, sa mère insistera auprès du pharaon pour qu'il le désigne comme son seul héritier légitime et obtiendra gain de cause. Le pharaon donne à son fils une solide éducation et l'initie au rouage du pouvoir et de la politique. Un scribe lui sera attribué en tant que précepteur, lui enseignant des rudiments de mathématiques, de géométrie, de médecine et d'astronomie. Son père le marie à sa demi-sœur Mérétré Hatshepsut pour assurer la lignée royale. À la mort de son père, le pouvoir lui revient. Mais trop jeune, c'est sa tante et belle-mère Hatshepsut qui va régner en tant que régente. Il se fait couronner pharaon, mais peu à peu sa tante va prendre le dessus sur lui, jusqu'à lui usurper le titre suprême de pharaon, l'excluant du pouvoir pendant près de 20 ans. Quand Hatshepsut meurt, il a 30 ans et monte enfin sur le trône. En s'installant à Thèbes, il s'entoure de hauts fonctionnaires compétents. Il s'empresse de faire oublier le règne de sa tante en détruisant ou en mutilant ses représentations. Reprenant la campagne d'expansion de son grand-père, Thoutmôsis III va écraser une rébellion des principautés étrangères qui subsistent encore en Égypte, à la tête d'une armée de 10 000 hommes composée de paysans et en y ajoutant des corps d'archers professionnels. Après un siège de 7 mois de la forteresse de Megiddo, tous les princes de la région se rendent et versent un tribut au pharaon en blé et chars et livrent leurs enfants en signe de soumission. Le pharaon a fait preuve d'une stratégie sans faille qui lui ouvre la route des Nords et des ports phéniciens. Il poursuit sa route vers le Tyr avec la prise de Kadesh. L'Égypte contrôle tous les ports jusqu'à Antioche. En 4 ans, il rétablit les frontières établies par son grand-père Thoutmôsis Ier. Malgré son esprit de conquête, il prend soin de conserver les gouvernements locaux, leur imposant seulement un chef égyptien. Les cités sous domination égyptienne versent des tributs en pierres précieuses, matériaux nobles et matières premières, nourriture, animaux, main-d'œuvre, mais aussi en soldats ou princesses pour le harem royal. Lors de la 6e et la 7e campagne militaire, Thoutmôsis III s'attaque au Djaï. Il commence par la façade maritime puis applique la politique de terre brûlée, ravageant vergers et récoltes sur son passage. Les ports phéniciens se soumettent, puis tel Ulysse et son cheval de Troie, il fait cacher 200 hommes dans de grands paniers garnis qu'il offre au gouverneur de la ville de Canée pour en prendre le contrôle. Pour éteindre toute envie de vengeance, il emmène avec lui tous les fils de chefs, qui seront élevés dans son palais à l'égyptienne avant de retourner dans leur terre natale à la mort de leur père. Lors de sa 8e campagne, il conquiert le Mitanni en franchissant l'Euphrate et fera ériger une stèle à sa victoire à côté de celle de son grand-père, renforçant la puissance de la dynastie Thoutmôsis. Les campagnes suivantes servent à stabiliser les frontières de l'Égypte sur l'Euphrate, mettant fin à l'expansion du Mitanni. Les cités syro-palestiniennes sont désormais gouvernées par les princes élevés à Thèbes et soumises à l'administration égyptienne, le tout renforcé par des troupes postées aux endroits stratégiques. Dans la 50e année de son règne, il mène sa dernière campagne en Nubie, jusqu'à Napata, suivant toujours les traces de son grand-père. Il atteint Kénissa et fait graver une stèle frontalière relatant ses exploits juste à côté de celle de son grand-père. Thoutmôsis III est également un grand bâtisseur. Il fait ériger une 50aine de sites dans la vallée du delta du Nil qui seront par la suite améliorés par ses successeurs. À Karnak, il fait construire l'Akhmenu, un gigantesque temple à la gloire du dieu Amon, en remerciement de sa victoire à Megiddo. Il remplace le sanctuaire de la Chapelle Rouge par le sien, tout en granit rose. Il ajoute aussi des éléments à sa gloire militaire et construit un temple pour le dieu Ptah. Il fait également creuser le premier lac sacré. À Éléphantine, il poursuit la construction du temple de Satet. À Der el-Bahari, il se fait construire un temple entre celui de Hatshepsut et de Mututhep II. Dans la vallée des rois, il se fait creuser une tombe assez sobre, en opposition avec la grandeur du pharaon. Il meurt après 53 ans de règne, vers l'âge de 60 ans, laissant place à son fils Amenhotep II, sûrement après une cogérance de quelques années entre le père et le fils. Né
Né entre 1371 et 1365 avant Jésus-Christ, Akhénaton est le 10e pharaon de la 18e dynastie. Son père, Aménophis III, lui donne le nom d'Aménophis IV, nom faisant référence à la divinité suprême du soleil Amon-Ra, le liant ainsi avec la tradition religieuse de son pays. Il monte sur le trône à l'âge de 15 ans, après la mort de son père. Bien qu'Aménophis IV hérite d'un royaume prospère, en paix, profitant largement des tribus envoyées par les colonies conquises, le clergé égyptien, riche et influent, gangrène le pays par la corruption. Ils abusent de leur statut pour obtenir des privilèges personnels et s'accaparent les offrandes destinées aux dieux. Ils créent des harems de jeunes filles pour les dieux pour finalement en profiter eux-mêmes. Ils entretiennent la superstition et la peur populaire pour maintenir leur influence. Mais Aménophis compte bien changer tout ça. Pour lui, il n'existe qu'une seule divinité, le soleil. Et l'on parle du soleil en lui-même, Aton, pas sa représentation en dieu que les Égyptiens vénèrent, Amon-Ra. Il décide donc de faire d'Aton la seule divinité à glorifier. Il abolit par là même tout le panthéon des dieux égyptiens traditionnels. Il change de nom et se fait appeler Akhénaton, qui signifie « Aton est satisfait ». Il s'empresse de faire effacer toute référence à Amon-Ra et aux autres dieux sur les monuments. Même le nom de son père Aménophis III n'y échappera pas, ce qui fera scandale dans une société où le culte des morts et le respect des parents est fondamental. Akhénaton devient alors le représentant d'Aton sur Terre, se nommant grand prêtre de son culte, et celui-ci est administré par des officiers royaux. Le clergé est dissous, le culte d'Aton se déroule dans des temples à ciel ouvert, en contradiction avec les temples gigantesques construits jusque-là. Les grands prêtres associés aux autres dieux sont congédiés, et dans l'ombre, ils vont attendre l'heure de leur vengeance. Akhénaton va également mener une véritable révolution culturelle dans le pays. Jusque-là, les représentations étaient idéalisées et glorifiaient le pharaon en se consacrant exclusivement sur les victoires militaires ou la pratique de la religion. Akhénaton donnera cette seule instruction aux artistes: représentez les choses telles que vous les voyez. Dans l'art, on part alors de période armarienne. On voit alors se développer sur les temples et monuments des représentations des scènes de la vie quotidienne, montrant le pharaon avec sa femme et ses filles, la famille ayant une grande place dans la vie du pharaon. Celui-ci est d'ailleurs représenté à statue égale avec sa divinité Aton. Les statues prennent des traits plus doux, laissant apparaître les défauts physiques tels que les rides, particularités physiques ou ventre bedonnant. Akhénaton fonde une nouvelle capitale, Akhénaton, qui dans ce cas signifie horizon d'Aton. C'est là que les artistes du pharaon vont donner libre cours à leur inspiration, devenant aujourd'hui un des plus célèbres sites archéologiques. Situé près de la ville d'El Amarna, c'est de là que vient le nom de la période amarienne. Au-delà de créer une capitale à son propre culte et à celui d'Aton, cette ville lui permet d'échapper à Thèbes, capitale de ses prédécesseurs qui jugent trop corrompue. Akhénaton est marié à Néfertiti, certainement une de ses cousines. De cette reine à la grande beauté, on ne sait pratiquement rien, et reste un mystère qui fascine encore les archéologues. Akhénaton s'est entièrement voué à cette épouse, avec qui il aura 6 filles. On ne lui connaît aucune autre épouse ni concubine, tout le temps que Néfertiti sera à ses côtés. Mais il semble qu'elle ait joué un rôle d'importance auprès de son mari, l'accompagnant dans son nouveau culte. Akhénaton lui donne d'ailleurs un statut d'égal en l'associant au trône par édit. Nombre de statues et fresques les représentent ensemble côte à côte, appuyant ce statut d'égal et non de soumise. Elle disparaît mystérieusement à la 14e année de règne d'Akhénaton. Sa momie sera retrouvée gravement mutilée. Akhénaton, occupé à réformer son pays et à y imposer un nouveau culte, délaisse ses sujets militaires et ses colonies. En Turquie, les États envahis par les Hittites demandent secours au pharaon, mais celui-ci refuse d'envoyer ses guerrières mourir pour maintenir un colonialisme qui leur répugne. Ceux-ci finissent bien vite par cesser de payer leur tribut. Or, si l'Égypte est si riche, c'est grâce à l'apport de toutes ses colonies. L'Égypte tombe en faillite, Akhénaton perd le peu d'influence qui lui restait à l'étranger. Et même au sein de son propre pays, il se retrouve dans sa toute nouvelle capitale avec une marge de manœuvre très réduite, avec l'instauration de son nouveau culte et en interdisant les anciens. Akhénaton a perdu la confiance du peuple. On ne balaie pas des siècles de tradition aussi facilement. En dehors de son cercle proche, personne ne croit en ses nouvelles idées et les Égyptiens continuent en secret à vénérer leurs dieux. De plus, il a sous-estimé l'influence des grands prêtres qu'il a congédiés et qui complotent partout en Égypte pour un retour à l'ancien culte. Quand Akhénaton meurt, son culte s'éteint avec lui. Seulement 2 ans plus tard, son fils Toutankhamon monte sur le trône et prend le nom de Toutankhamon, brisant ainsi le culte d'Aton qu'avait mis en place son père et reprenant la tradition du panthéon des dieux. Le clergé bafoue alors la mémoire d'Akhénaton, son nom et celui d'Aton sont effacés des monuments, et l'on restaure les inscriptions qu'il avait détruites.
Sa capitale est abandonnée au ravage du temps, destinée à être ensevelie sous le sable, et l'on se réfère à l'ancien pharaon que par le nom de grand criminel. Il meurt en 1338 avant Jésus-Christ, âgé alors d'une trentaine d'années. Sa momie sera retrouvée au XIXe siècle et il faudra des décennies pour comprendre son histoire. Il est considéré aujourd'hui comme un des pionniers du monothéisme. Fondateur de la 4e dynastie, rien n'indique que son prédécesseur ou ni soit son père. Snefru monte sur le trône en 2575 avant Jésus-Christ. Il va surtout s'atteler à réorganiser le pays et à exploiter les ressources naturelles ou à les faire venir en Égypte. Jusque-là, l'administration n'était chargée que de la gestion des produits agricoles simples. Dans un premier temps, Snefru va diviser le pays en régions ou noms. On en compte 38. L'administration est alors en charge de gérer toutes ces régions dans tous leurs aspects. Snefru crée la fonction de vizir, bras droit du pharaon. Bien que la fonction existait déjà, maintenant elle est encadrée et officielle. Le vizir est chargé d'administrer le pays au nom du roi et de recenser le bétail sur tout le territoire. Plusieurs de ses fils exerceront cette fonction et les hauts fonctionnaires d'État sont principalement des membres de sa famille. Il nomme un de ses fils général et grand prêtre du temple de Ra d'Héliopolis. Sous son règne, le dieu Horus devient le dieu dynastique et choisit Gizeh en guise de nécropole royale. Snefru s'investit beaucoup dans la politique extérieure. Au niveau commercial, il établit des voies d'approvisionnement avec le Liban pour fournir le pays en bois de cèdre. La première expédition comptera 40 navires. Avec, il fait construire des navires et les portes du palais. Il fait exploiter les mines du Sinaï si efficacement que dans la région, il devient une divinité locale protectrice. Il fait envoyer 2 campagnes militaires, contrairement aux autres pharaons, il ne participe pas lui-même au combat. La première campagne est dirigée contre la Nubie. Une armée de 20 000 hommes écrase les ennemis, ramenant avec eux 7 000 prisonniers et 200 000 têtes de bétail. La deuxième campagne se déroule à la fin du règne contre les Libyens, qui seront eux aussi vaincus, les Égyptiens capturant 1100 prisonniers et 13 000 têtes de bétail. Snefru n'apprécie pas réellement la guerre, seulement elle est nécessaire pour conserver ses frontières et protéger les ressources dont il a besoin, comme les mines de cuivre et de turquoise dans le Sinaï. Il crée un véritable marché du travail pour approvisionner l'Égypte en matières premières. Snefru a été marié à 3 épouses et a eu plusieurs concubines avec elle. Il a eu une quinzaine d'enfants, dont certains ont participé activement pendant son règne à des postes de hauts fonctionnaires. Il se fera construire 3 pyramides, la pyramide à degrés de Meidoum, la pyramide rhomboïdale de Dachour Sud et la pyramide rouge de Dachour Nord. Il fait également construire pour son frère, à Gizeh, un mastaba, une sorte de tombeau privé souterrain surmonté d'une chapelle. D'Akhenaton, il naît en 1345 avant Jésus-Christ, sûrement dans la capitale d'Akhenaton, où il grandit au sein de la famille royale. Son père lui donne le nom de Toutankhaton, qui signifie « image vivante d'Aton », soit la représentation sur terre du dieu Aton. Il est élevé par la nourrice royale et instruit par un précepteur. Un de ses loisirs préférés est le tir à l'arc et fait preuve de ses talents lors de chasse à l'autruche. Il est élevé dans le culte unique du dieu Aton et monte sur le trône à la mort de son père, âgé à peine de 10 ans, en 1335 avant Jésus-Christ. Il décide de prendre le nom de Toutankhamon et prend alors pour épouse sa sœur Ankhsepaton, avec qui il aura 2 enfants, tous morts-nés. Celle-ci changera de nom pour Ankhsenamon après son mariage. À son arrivée sur le trône, Toutankhamon fait de nouveau de Thèbes la capitale du pays, en totale opposition avec son père. Il lance la construction de nombreux bâtiments à l'image d'Amon-Ra pour consolider le culte du dieu suprême, de nouveau rétabli après le règne de son père. Sur sa tombe, on pourra lire une inscription qui dit que le roi a passé sa vie à façonner l'image des dieux. Les fêtes traditionnelles en l'honneur des dieux sont de nouveau célébrées, et en particulier celles consacrées au dieu Apis, le dieu de la fertilité. Cependant, il conserve le culte lié à Aton, mais comme un dieu parmi les autres. Il y a fort à parier que dû à son jeune âge, Toutankhamon est conseillé par les grands prêtres pressés de retrouver leur pouvoir perdu. Toutankhamon hérite d'un royaume faible et instable. Il rétablit les relations diplomatiques avec ses voisins, et en particulier avec le Mitanni. Malgré ses efforts de dialogue et de négociation, il se voit contraint de partir en guerre avec les Nubiens et les Asies. Mais il ne prend pas part lui-même au combat, trop jeune et atteint de handicap physique certainement dû à la consanguinité de ses origines. Les causes de la mort de Toutankhamon restent encore aujourd'hui incertaines. Selon des analyses ADN, une combinaison de la malaria, du paludisme et de la maladie de choléra aurait causé sa mort. Plus récemment, des chercheurs auraient réalisé une autopsie virtuelle de Toutankhamon, révélant des fractures et blessures importantes sur tout un côté du corps.
Les chercheurs émettent alors l'hypothèse que le pharaon aurait été renversé par un char, le cœur écrasé par l'impact. Quand Toutankhamon s'éteint à l'âge de 19 ans en 1327 avant Jésus-Christ, sa sépulture n'est pas encore prête. Celle-ci sera utilisée par son successeur Ey. Pendant les 70 jours que dure la momification, les ouvriers lui préparent dans la précipitation une tombe plus modeste. Il y est ensuite inhumé avec ses 2 filles et son trésor. Masques funéraires en or pur, cercueils et sarcophages recouverts de pierres précieuses, les vases canopes contenant les viscères du pharaon, mobilier et objets funéraires, jouets et souvenirs du souverain enfant et des fruits sont déposés en guide d'offrande avant la fermeture du tombeau. C'est plus de 2000 objets qui seront retrouvés dans son tombeau et c'est une des seules sépultures retrouvées intactes et épargnées des pilleurs de tombes. Après la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1923, se crée la légende de la malédiction de Toutankhamon. C'est avec la mort de l'égyptologue Lord Carnarvon que celle-ci démarre. On part alors d'une inscription dans le tombeau qui dirait ceci : « Ceux qui entrent de son tombeau seront visités par les ailes de la mort ». La malédiction aurait fait une trentaine de morts. Il semble plus probable que cette légende aurait été inventée par des journaux afin d'augmenter leurs ventes. D'ailleurs, la fameuse inscription n'existe pas. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et de m'avoir suivi dans ce voyage à travers le temps en Égypte. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.